Les rapatriés, c'est un mot. J'ai pas voulu. C'est un mot de propagande pour faire croire à des Français qu'ils étaient à l'étranger et que soudain on les fait rentrer chez eux. Les bannis, si vous voulez, les exilés, il y a d'autres mots. Merci d'en prendre note. Première question. Pourra-t-on un jour parvenir de bonne foi à solder le passé vécu comme un passif entre la France et l'Algérie? Ça, c'est une question que tout le monde se pose. On peut l'espérer, on peut l'espérer. On peut le forcer. Les traités internationaux de paix mémorielle, ça n'existe pas. C'est dans les cœurs que ça se passe. Et aujourd'hui, le moins qu'on peut dire, c'est qu'il y a en France des mémoires blessées à juste titre, légitimes, et il y a un pouvoir, je ne parle pas des Algériens, mais un pouvoir algérien qui vit de l'anti-France tous les jours. Tous les jours, qui ne vit que de ça, c'est ça qui le structure. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pour ça que moi j'étais absolument catastrophé, en sachant que ça ne marcherait jamais, de tout ce qu'on appelle la repentance. Je pense qu'il ne faut avoir aucun geste de repentance. Aucun. Voilà, c'est terminé. Peut-être qu'un jour, là on peut dire, peut-être qu'un jour, l'histoire est longue, le peuple algérien sera libéré de ses oppresseurs. Il faut dire les choses comme elles sont. Nous avons en face de nous des nouveaux janissaires, voilà, qui exploitent le peuple algérien. Alors le seul espoir, c'est d'avoir un visa pour la France. Alors je comprends que ce soit douloureux parce qu'il faut revenir dans le pays dont on vous raconte tous les jours que c'est un pays de nazis, et c'est la seule porte de sortie qu'on a. C'est compliqué, hein. Là, il faut le Dr Freud pour arriver à le... Il ne faut pas se presser, ça viendra un jour, mais pas tant qu'on aura un gouvernement qui tient par la rampe mémorielle. Or, cette rampe, elle aura un temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la jeunesse algérienne, elle sait que ce gouvernement lui ment. Elle le sait. Et d'ailleurs, elle s'exprime. Un petit détail que je vous conseille, c'est de suivre en vidéo les matchs de football en Algérie. Ce sont des moments de propagande anti-régime, mais incroyables, avec une violence contre le pouvoir, mais qu'on n'a pas ici. Donc attention, ça marche entre nous. Et ça marche parce qu'ici, il y a des gens qui ont envie de demander pardon. Ou alors c'est le cas, je pense, du président de la République, qui est sincère dans sa démarche, c'est peut-être encore plus grave, et que je pense que, voilà, allez, c'est un crime contre l'humanité, ça, je l'ai dit. Bon, ben c'est bon, on arrête. Vous voyez, c'est le genre, je dépose le bilan. Mais ça, c'est un langage de banquier, c'est-à-dire que l'entreprise ne va pas, on dépose le bilan, on efface les dettes et on repart. Mais un pays, ce sont des passions. Si jamais l'économie, ce sont les passions, c'est l'imaginaire qui domine. Et donc, il ne fallait pas rentrer là-dedans. Il ne fallait absolument pas rentrer là-dedans. Peut-être qu'un jour, on pourra se parler avec les Algériens, représentants des Algériens. Peut-être qu'on pourra pleurer ensemble. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, il faut, mais pas l'ombre d'un petit doigt, rien. Voilà, l'Algérie, c'est un pays indépendant. Nous saluons, comme le Maroc, la Tunisie, tout ce que vous voulez, avec lesquels nous devons avoir strictement aucun lien particulier dérogatoire au droit commun international. Merci. Deuxième question, donc. Vous expliquez dans votre livre que durant la période s'étalant de 1248 à 1465, l'histoire du Maghreb n'est qu'une, je cite, énumération fastidieuse de crimes sans éclat et de révolutions sans grandeur. Mais l'Algérie était donc déjà gouvernée par des bandits. Non, ce ne sont pas des bandits, mais c'était ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction, c'était les royaumes berbères qui n'ont pas perduré, qui n'ont pas réussi à s'ancrer dans la durée. Et donc, s'il n'y a pas la durée, il n'y a pas la légitimité. Et donc, ça, tous les historiens s'accordent là-dessus, et Dieu sait s'ils sont divisés entre eux. C'était sans arrêt, non pas des coups d'État, mais on décapite le dernier qui passe, on recommence, il y en a d'autres qui arrivent. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Je ne les qualifierais pas de bandits, mais peut-être c'est une leçon pour nous. Attention, hein, si l'État s'effondre, alors ce qu'on appelle les bandits arrivent. C'est-à-dire c'est le désordre, c'est le chaos, c'est l'injustice. Attention, l'État c'est notre première protection. Et l'État c'est les forces de l'ordre. Ouais, à un moment donné, il faut arrêter.
Donc ils n'ont pas eu ça. Alors, ils ont été desservis, ça c'est un autre trait de caractère spécifique au Maghreb, par cette tradition religieuse que nous voyons devant nous. Mais pour nous, c'est un monde étranger, donc on ne voit pas la subtilité, la délicatesse. C'est-à-dire qu'on pense que ce sont des musulmans. Ce sont des musulmans. Mais ils sont tous en train de se tuer les uns les autres, au nom de l'islam. Ça continue aujourd'hui. Donc il n'y a pas eu le ferment de la chrétienté. On est pour, on est contre. Mais c'est comme ça, vous avez des gens qui se battent et on comprend. Là, à chaque fois, d'ailleurs, ce sont des gens qui étaient tous des chrétiens. Il ne faut pas oublier, des chrétiens pendant des siècles. Et des chrétiens haut de vol, hein. C'est Saint-Augustin, etc. C'est pas rien. Hein. C'est le grand fondement de l'Église, dont on est les héritiers. Le jour où les Arabes ont dominé, ils sont tous devenus musulmans, mais ils se sont servis des divisions internes à l'islam, que je serais incapable de vous expliquer, je les cite comme ça, ou selon que vous mettez la virgule dans la sourate à tel endroit ou à tel endroit, je vous décapite ou je vous décapite pas. Et ça leur a permis d'ailleurs de renverser les Arabes, et ça leur a permis après de continuer à se tuer entre eux. Et peut-être que la guerre civile algérienne, c'est aussi ça. Moi, je me garderais bien de dire, attention, vous avez là des gens, ils n'ont pas l'imaginaire capétien qu'on a. À un moment donné, on sait que vous marchez droit, sinon ça va mal se passer. Donc là, et là, la religion sert sans arrêt. C'est pour ça qu'on a du mal à faire le tri entre ce qui est de l'action, ce qu'on dirait laïque, et l'action religieuse, c'est qu'elle est sans arrêt entremêlée. Et ce goût de la division, et moi je l'ai vu ici, à Marseille, où j'accompagnais aux obsèques d'un ami qui était décédé, et je voyais, c'était le moment où l'emprise des musulmans, des intégristes se faisait. Et ça se faisait de manière très débonnaire. Hein. Ils étaient là pour vous aider à porter le corps. Personne ne les connaissait. Hein. Là, à Saint-Pierre. Et ils étaient là, ils vous portaient. Vous ne connaissez pas, je vous fais la prière. Et là, mes amis qui parlaient l'arabe, disent ça. Ils ont dit la prière qui est celle. Ah oui, c'est la prière, mais c'est pas la prière, d'accord? Or, dans l'islam, il y en avait 36 là. Parce que vous aviez l'islam des Turcs, qui n'a rien à voir avec ça. Mais vous aviez l'islam qui venait des pays arabes. Mais vous avez l'islam des pays arabes a changé au cours des siècles. C'est jamais le même. Ceux qui sont montés pour aller conquérir la Sicile, c'est pas ceux qui sont pas... Oh là là. Donc, voilà, j'ai répondu à votre question. Je ne le prendrai pas de manière péjorative. Là, ils n'ont pas réussi ce que les Capétiens ont fait. Voilà. Vous avez parlé, professeur, vous avez très bien parlé des 3 siècles de domination turque, et moi, ça me turlupine. Ça nous turlupine avec le commandant Bellerini, parce que le régime de ce que vous appelez l'Odjak d'Alger, c'est son nom, c'est ça. L'Odjak, c'est le nom du gouvernement des janissaires. D'accord. L'Odjak d'Alger, établi par les Turcs durant 3 siècles, de 1516 à 1830, était-il, ce régime, une simple dictature militaire et religieuse, ou bien avait-il l'habilité de s'appuyer sur les tribus pour gouverner, ce qu'ont oublié les Français? Alors, eux, ils se sont sans arrêt appuyés sur les tribus. Je répète, ce sont des gens qui ne se mélangeaient pas. D'ailleurs, même pendant une longue période, à Alger, il n'y avait pas d'Algériens. Il n'y avait que les janissaires et ce qu'on appelait les renégats. C'est une petite chose, ça m'appelait d'en parler au passage, c'est-à-dire des chrétiens qui fuient la chrétienté, parce que c'était lourd, hein, l'Inquisition, surtout en Sicile ou ailleurs. Il y a des gens, d'ailleurs le slogan qui existe encore en Sicile, quand quelqu'un en a marre, il se tire, il dit « Mais faccio turco ». Je me fais turc, ça veut dire que je vous emmerde, je me tire. Mais faccio turco. Et souvent, c'était des gens intelligents, qui étaient libérés, parce qu'ils n'avaient pas, c'était pas la noblesse, c'était pas... Donc c'était des gens talentueux, aventuriers, qui trouvaient là, parce que c'était meuble. Hein. Oui, on dit qu'on est dépendant de l'Empire ottoman, mais il faut la paix. Et parmi les grands baies, Pacha, Aga, d'Alger, je ne voudrais pas me tromper, mais auprès du tiers, ce sont des chrétiens renégats. Ce sont des chrétiens renégats, qui s'entendent d'ailleurs très bien, on revient avec les Marseillais, parce que souvent, ce sont des gens qui parlent, ce sont des Corses qui se parlent entre eux, les Napolitains, etc. Donc attention, là, ce sont des gens qui ont réussi une carrière personnelle fulgurante. Par contre,
n'est pas question d'installer une dynastie. C'est pour ça que ça ne se reproduit jamais. C'est pour ça que c'est précaire. C'est-à-dire que si jamais, à la fin du mois, la paye des janissaires n'est pas payée, je vous décapite tout de suite. Voilà, c'est comme ça. Et je vais mettre, bah tiens, bah, ça sera toi. Mais non, je ne veux pas. Non, mais ça sera toi. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est profondément instable. Profondément instable. Par contre, les communes font ce qu'elles veulent. Tant qu'elles payent l'impôt une fois par an. C'est tout. Vous avez déjà en partie répondu à cette question, mais nous vous la reposons. Comment Alger a-t-elle finalement réussi à se délier de sa relation de vassalité à l'égard de Constantinople? Alors, pour faire simple, elle ne s'en est jamais déliée. Elle ne s'en est jamais déliée parce que c'était son intérêt. Même si c'était une fiction. Donc si jamais le roi Louis XIV commence à taper, on va dire, ah mais attendez, mais moi je suis le loyal féal de l'Empire, vous ne pouvez pas faire ça. Et la France va jouer à ça aussi. Mais encore en 1830, avant l'expédition, on va envoyer un de nos meilleurs ambassadeurs expliquer au grand sultan que c'est pour son compte qu'on va là-bas. Parce que ces gens-là se sont mal comportés à son égard, puisqu'ils sont indépendants. Donc c'était, selon le moment, on valorise l'indépendance ou la suggestion, selon l'intérêt de celui qui parle. Mais pendant ce temps-là, l'Empire ottoman il est sur le déclin. Et autant du temps de Suleiman le Magnifique, 16e siècle, 17e siècle, l'Empire ottoman, attention, il faut voir que l'Empire ottoman à ce moment-là, il avance, non seulement au sud, mais au nord. Il a pris toute la Grèce, mais toute la Roumanie, mais toute la Bulgarie, et c'est le siège de Vienne. Donc ce sont des gens extrêmement menaçants. Et à partir du 18e, et tout le 19e, c'est le déclin. Donc à ce moment-là, on fait semblant. Ce sont des gens qui sont experts dans le faire semblant. Et la diplomatie, c'est souvent de faire semblant, de faire croire que je crois, alors que je sais que tu ne comprends pas, mais c'est comme ça qu'on évite les catastrophes. Comme ça qu'on tient 3 siècles. Une question beaucoup plus courte, mais beaucoup plus difficile. Pourquoi écrivez-vous, page 45 de votre livre, que l'Algérie actuelle est un État, mais certainement pas une nation? Alors, je ne m'exemple pas du droit à la polémique. Oui. Je ne m'exemple pas du droit à la polémique, j'aime bien mettre ça fait mal. Mais en effet, on peut s'interroger, si on le disait aujourd'hui, là évidemment, moi je ne mets plus les pieds en Algérie depuis quelques temps, parce que je sais ce qui m'attend à l'arrivée. Donc, vous allez rejoindre sans ça. Ah ben merci. Non mais quand même, donc je pense en effet que peut-être que le problème de l'Algérie, mais il faudrait le prendre calmement, avec des Algériens calmement. Mais dès qu'on parle, les Algériens, ils ont un rapport névrotique avec les Français, puisqu'on est l'ancienne. Je comprends. Alors parlez avec les Danois si vous voulez. Parlez avec les Allemands, avec qui vous voulez, parlez entre vous. Est-ce que c'est une nation? Il y a du nationalisme algérien. Ben oui. Mais c'est le nationalisme au profit de l'État. Là, il y a un État. Mais est-ce qu'il y a une nation? Au sens où l'entend en français. Ben, je parle français. Si vous me parlez d'un concept de nation en arabe, alors je vous laisse faire. Mais la nation en France, c'est quand même, c'est Renan. C'est le référendum tous les jours de vouloir vivre ensemble. De faire une nation. C'est ça la nation. Et il y a un État pour ça. Alors que là, il y a un État, mais y a-t-il une nation? C'est-à-dire qu'on est passé des tribus à un État. Mais est-ce qu'il y a une nation? Et là, si vous me permettez, je vais justement citer Ferhat Abbas. L'Algérie en tant que patrie est un mythe. Je l'ai découverte. J'ai interrogé l'histoire, j'ai interrogé les morts et les vivants, j'ai visité les cimetières, personne ne m'en a parlé. La tribu était la patrie. Les guerres étaient continuelles. Ce qui manquait à cette société, c'était le pouvoir central basé sur le principe de la nation. En 1830, la France va changer tout cela. Elle allait réaliser l'œuvre que Constantinople avait négligée. Elle n'a pas bougé. Mais vous savez qu'aujourd'hui même, si on peut regarder, d'ailleurs les services le font avec beaucoup d'intelligence, dans les strates, là-bas on ne parle jamais du gouvernement, on parle du pouvoir, on parle du système. Parce qu'on sait que c'est un truc opaque. Les gens que vous voyez, ce n'est pas les bons, ils sont derrière les vrais. Les vrais, vous ne les voyez jamais. Eh bien, là-dedans, la notion de tribu compte. C'est-à-dire qu'une fois, c'est les gens de Constantine.
Notre foi, c'est les gens de rang. C'est pas les mêmes raisons. Donc la notion de tribu, elle est toujours là. Et le fait que ce soit un pouvoir nationaliste ne veut pas dire qu'il exprime une nation. Oui, et pour moi, elle me plaît assez. Esclavagisme, despotisme, piraterie barbaresque, razzia, guerre de course, assassinats multiples. Est-ce que l'ADN de l'Algérie a toujours été d'être un État voyou? Alors, pour faire une pirouette, quand même, je ne vous en pas de ce droit non plus. Mais les Algériens, ils n'avaient rien à voir avec ça. Ça sont les janissaires. Donc on ne peut pas savoir. D'ailleurs, les historiens algériens d'aujourd'hui, je parle des sérieux, nous font parfois le reproche d'avoir, en 1830, en étant intervenu, d'avoir mis fin à un processus de constitution d'une nation. Et ce qui est vrai, je voulais que je vous le dise. Mais on peut dire pareil au Sénégal qu'il y avait El Hadj Omar Tall, s'il n'y avait pas eu Faidherbe, oui, mais d'accord, mais je ne sais pas dire si ma tante en avait deux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, et les Français étaient là, les tout couleurs ils étaient là, ils n'étaient pas plus légitimes que nous, mais c'est les Français qui les ont battus, c'est comme ça. On peut refaire l'histoire si vous voulez, alors là ça s'appelle autre chose, c'est une chronique. Ben là c'est pareil, regardez ce qui se passait justement, c'est pour ça que le lien avec l'Empire ottoman, les historiens algériens sérieux regardent surtout dans le bilan qu'ils vivent de l'héritage ottoman, qui peut-être est plus important que l'héritage français, contrairement à ce qu'on croit. Parce que nous, on a laissé en effet les routes, les hôpitaux, etc. Par rapport à un pays sous-développé de l'époque, c'est un pays du tiers-monde. Il est hyper développé. Mais dans sa tête, il est proche de l'Empire ottoman, dans son imaginaire. Et exemple, c'est au moment, c'est à peu près dans les mêmes années que l'empereur, le grand sultan turc, va se débarrasser des janissaires, qui l'encerclaient, qui le protégeaient, mais qui l'encerclaient, qui l'étouffaient. Et à un moment donné, avec ce charme des orientaux, ils appellent ça le grand malentendu, bon, ils ont assassiné tous les janissaires. Et là, la Turquie moderne a commencé à pouvoir émerger, jusqu'à Atatürk. Et donc, en effet, il s'est passé un moment historique, ben voilà, ils ont raté le coche, il y a des étrangers qui sont rentrés, c'est toujours comme ça la vie. Dès que vous ratez le coche, il y a quelqu'un d'autre qui rentre. Donc, on ne sait pas ce qui se serait passé, mais on ne peut pas dire que l'Algérie, avec ce mot surtout, qui vient avec 1838, on ne peut pas dire que les Algériens n'étaient pas associés à la régence d'Alger. Ils font semblant de s'en revendiquer parce que ça leur permet de faire niquer à la France, en disant on existait avant vous, c'est vrai qu'il y avait quelque chose. Mais c'est pas, ça ne les impliquait pas. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, est-ce que le pouvoir aujourd'hui algérien les implique beaucoup? Il n'y a qu'à voir ce qui se passe à chaque fois qu'ils peuvent s'exprimer. Professeur, dans votre description historique, qui a été magistrale, il semblerait que les Algériens ne comprennent que la force. Il faut les bombarder pour les calmer, quoi, en gros. Hein. Est-ce que la France, et que j'ai bien entendu ce qu'il a dit, est-ce que la France est condamnée à se faire humilier sur son sol en guise de repentance par la présence d'une très nombreuse et très turbulente communauté algérienne? Bon, c'est l'intérêt de l'histoire longue, c'est de montrer qu'on peut très bien avoir des rapports avec un pays avec lesquels les rapports ne sont pas faciles, pas sympathiques, c'est pas la peine de dire qu'on s'aime, etc. On a des rapports, puis c'est comme ça. On n'est pas... Et c'est vrai que la longue période de la monarchie de droit divin, pas celle de Louis-Philippe, la monarchie de droit divin, c'est quand on fait des accords commerciaux dans le profit réciproque, et puis c'est tout. On n'a pas besoin de s'aimer, de se proclamer, rien. Donc c'est plutôt ça qui peut nous servir pour demain, étant donné que tout du côté algérien est suspendu à l'existence d'une représentation étatique conforme aux intérêts du peuple algérien. Tant qu'on a un claquage musculaire, une dichotomie, c'est difficile, mais raison de plus pour que ce soit les meilleurs diplomates, etc., qui s'en occupent. Nous avons des diplomates. Regardez l'ancien diplomate, l'ancien ambassadeur de France, Driancourt, qui était 2 fois ambassadeur à Alger. C'est-à-dire qu'on ne se précipite pas, hein, parce que franchement, c'est pas sympathique comme si elle était 2 fois.
Il s'exprime aujourd'hui, maintenant qu'il est à la retraite, il est d'une sévérité absolue. Il est cruel, il est froid. Donc on peut parfaitement avoir, il ne s'agit pas d'aller bombarder, je pense que l'ère de la canonnade est passée, peut-être elle reviendra, moi je ne sais rien, il faut toujours être prêt à tout. Enfin, a priori non, on n'est pas obligé de porter justement à la repentance, qui est un outil que nos ennemis ont créé pour nous affaiblir. La guerre, souvent, il vaut mieux la perdre pendant la période de paix, comme ça c'est mieux. Hein, si on a réussi à vous tétaniser avant, vous êtes arrivé, enfin voilà, j'aurais évité de vous rentrer dedans. C'est ça qu'on vit. Et c'est peut-être ça aussi quand on vit la faim. Aujourd'hui, parce qu'il y a à la fois des gens qui n'acceptent pas, le terme de la repentance, ça va bien, et puis vous avez quand même cette jeunesse algérienne issue de l'Algérie, qui nous pose problème, avec laquelle il faut qu'on parle. Ou alors on va mettre tout le monde dehors. Ouais, je ne sais pas, mais si ces gens-là ont vocation à être des Français à rester en France, il faut qu'ils portent l'histoire de France, avec ses gloires et ses ombres, et écoutez que je vous dise, c'est comme ça. Et donc pas avoir peur de hisser le drapeau et de chanter la Marseillaise, parce qu'on en est là. À force de reculer, plus vous reculez, plus vous allez avoir à reculer. Donc à un moment donné, il faut s'arrêter. Et je crains que plus on recule, plus l'arrêt sera violent. Donc il vaudrait mieux ne pas tarder. Et des propositions, il y en a. Celle de Driancourt, l'ancien ambassadeur de France, elles sont tout à fait applicables demain matin. Je prends un petit exemple. Tous les membres du système, parce que c'est aussi bien des ingénieurs, c'est des gens qui participent à cette petite camarilla, que moi j'appelle les néo-génissaires. Ils ont tous droit au passeport diplomatique, alors qu'ils ne sont pas diplomates. Donc ils viennent, et l'école, l'hôpital, etc. Alors vous supprimez ça, puis c'est fini, il n'y a pas d'accord. Voilà, demain, il suffit d'une lettre. Ah, ça va hurler, ça va hurler. Si par avance, vous vous rendez aux arguments d'ennemis, il ne vaut mieux pas faire la guerre, ça c'est sûr. Mais il va falloir assumer les conséquences, elles risquent d'être pires. Donc moi, je pense qu'on peut parfaitement avoir une position calme, de fermeté. Ici, c'est la France. Et on ne va pas refaire les erreurs commises en Algérie. Donc la laïcité, ça ne se négocie pas. C'est comme ça. Ah, je sais, là-bas, il n'y en avait pas. On a eu tort. On n'aurait jamais pu appliquer la loi de la laïcité en Algérie. Là, on tombait sur un peuple musulman. Bon, aujourd'hui, ici, ce n'est pas le cas. Ah ben non, si vous voulez vivre ailleurs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne cédera pas. Alors on ne cédera pas. Et donc ce sont des petits combats. C'est le proviseur d'un tel, c'est la infirmière là, c'est l'hôpital où il est à Gland, c'est tout ça. Et tout ça, on fait semblant, ce sont des faits divers. Ce n'est pas des faits divers. C'est une guerre civile de bas bruit. Elle est là, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le jour où on commence, bien sûr que ça va tanguer. Et bien sûr qu'il y aura des erreurs. Mais d'accord, mais au moins, on commence. Et toute l'histoire de France montre qu'on peut parfaitement s'en sortir, à condition d'arriver à agréger la grande majorité de ces gens-là, qui sont là, et ils sont contents, ils ne veulent pas partir, hein, attention. Depuis le début du XVIe siècle, la France et Alger ont entretenu d'étroites relations, le plus souvent pacifiques, allant jusqu'à l'alliance militaire franco-ottomane. Bon, vous l'avez donc rappelé déjà. Le vrai ennemi de la régence d'Alger, c'était l'Espagne. Pourquoi nos gouvernants n'ont-ils pas réussi à maintenir cette coexistence pacifique? Mais, non seulement il y avait alliance, je dis parce qu'on est à Marseille, mais cette alliance a été très loin. C'est-à-dire que François Ier, ayant perdu les élections, ça s'appelle des élections, parce que ce sont des grands électeurs du Saint-Empire romain germanique, contre Charles Quint, se battait contre Charles Quint, dont le grand amiral Doria, voilà. Doria. Mais il y a un prénom aussi qui est très beau. Oui. Bon, peu importe. C'est le grand amiral de la chrétienté. Andrea Doria, quand même. Andrea Doria. Eh bien, pour contrer l'amiral Andrea Doria, qu'est-ce que Henri IV va chercher? Barberousse. François Ier. Il prend Barberousse, dont on le qualifie de bandit. Oui, c'est un bandit au début. Mais c'est surtout un grand marin, un grand amiral, que l'empereur de Byzance nommera grand amiral de la flotte ottomane. C'est des gens colossaux. Et on l'a accueilli à Marseille. Tous les Marseillais étaient en liesse.
On a installé une mosquée en plein air pour que tout le monde puisse voir comment ces braves gens priaient le Seigneur. Et on l'a payé parce que c'est aussi toujours des pirates, hein, donc il n'y a pas là gratuitement. Donc voilà, c'est ça la norme. Et on recommencera avec Henri IV, quand Marseille, toujours un peu à côté de la plaque, ligueuse, refusera de faire allégeance à Henri IV, mais il fera appel à la flotte algérienne pour mater. Donc, je veux dire, on peut réécrire l'histoire, alors on la réécrit complètement. Hein. Pas... Ça y est, vous avez les Décidément. Alors, l'ennemi principal, bien sûr que c'est l'Espagne, qui arrive très intelligemment à se faire oublier. Ah ben c'était eux quand même. Et un peu les Portugais. Hein, quand vous allez au Maroc, vous avez des villes, vous voyez bien le Fortin, tout ça, c'est complètement le Portugal. Nous, on est arrivés là-dedans comme un cheveu sur un seau, pour les raisons que je vous ai indiquées, c'est-à-dire pour des raisons de politique intérieure. L'Algérie ne nous a jamais intéressés en soi, mais pour soi. Pour la grandeur, le rang. Tocqueville écrit déjà en 1835. Franchement, on devrait partir. Les gens, ils s'interrogent pendant ça là. Est-ce qu'on part, est-ce qu'on reste? C'est mauvais. Hein. Bon, mais alors si on part, alors si on reste, on pourrait garder les ports. C'est Melilla, c'est Ceuta, etc. C'est Gibraltar. Déjà, 3 siècles après, 5 siècles après, ils y sont toujours. Si on s'était contenté de ça, on ne fait pas du chronique. Et il arrivait comme ça que Tocqueville dit, bon, bah alors, oui, non, mais alors, peut-être que le mieux, ça serait de partir. Oui, mais alors, si on part, on va montrer qu'on est faible. Pas auprès des Algériens, ils s'en fichent, mais auprès des cours, des chancelleries européennes. Alors là, celui qui part, qui abandonne volontairement, il y a des citations terribles, mais celui qui abandonne volontairement ce dont il s'est saisi, il signe qu'il accepte son déclin. Ça, c'est un truc de Poutine, ça. Attention. Donc l'Algérie, ça ne compte pas en soi, mais pour soi, la grandeur. Jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui se dira, la grandeur de la France, c'est pas de garder l'Algérie, moi je mets tout par-dessus tête. Donc on s'en est jamais vraiment servi pour soi. Et le modèle de l'époque, c'était plutôt ce que faisaient les Américains, parce que c'est bien comprendre. Au même moment, on évacue toutes les tribus indiennes, on les refoule, alors là, les mots d'expulsion Wounded Knee, tout ça, ça ne gêne personne. L'extermination des aborigènes australiens, personne. Tout ça, ça se fait normalement. La conquête que fait la Russie jusqu'à Vladivostok, c'est au sabre. Il faut relire ça. C'est Taras Bouba, c'est attendez. Et nous, on le fait un peu, mais pas complètement. Mais non, mais ça, on ne va pas le faire. Bref, c'est pas. Parce qu'on a pas mal traité. Il n'y a pas eu de génocide. Vous verrez les instructions que le lieutenant général d'Étang ordonne. Personne ne lui a demandé, hein, il n'y a pas d'instruction politique à donner. Il fait, voilà, quand on arrive dans une tribu, voilà ce qu'on leur dit. Là, vous verrez que c'est paternaliste, c'est sûr. D'ailleurs, ça commence par Dieu nous a donné la victoire sur vous, donc pour un peuple qui croit en Dieu, ça marche. Mais on n'est pas là pour l'exterminer. Voilà, vous faites la main, et puis tout va bien. Ne vous dressez jamais contre moi, il ne vous arrivera rien. C'est pas comme ça que les Tchétchènes étaient traités. Hein. Alors, une petite camarilla qui concentre tous les pouvoirs. N'était-ce pas la préfiguration de l'autocratie et de la dictature du FLN? Oui, absolument. Oui, c'est tout à fait ça. Ce qu'on peut dire d'ailleurs, évidemment avec la sagesse que nous donne le fait d'arriver après. D'ailleurs, vous remarquerez dans mon livre, c'est que moi je cite toujours les gens qui s'expriment à l'époque. Parce que c'est à l'époque que c'est intéressant de voir les débats d'idées. Parce qu'après coup, évidemment, nous devenons très savants. Et nous savons que ça se termine mal. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que on a réussi beaucoup de choses, mais on a raté la sortie. Quand même, on peut dire ça. Il pouvait y avoir une autre sortie. Et on a vraiment raté la sortie, en plus, en passant le pouvoir à des gens dont on savait que c'était... Bon. Voilà, on a des avec la lave quand même. C'est pas faire à tabac, c'est pas Messaliage, je veux dire, des politiques, il y en avait de grands. Donc on avait déjà raté au départ avec la marginalisation d'Abdelkader, qui aurait pu être un relais dans l'ambiguïté. Mais l'ambiguïté, ça compte énormément. Vous verrez comment le conflit en Ukraine va se régler. Si c'est pas bourré d'ambiguïté, on se dit, bon, ben, on verra. Là, on s'est privé d'une carte. Donc on a passé le pouvoir en 62,
Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais appliqué les accords d'Évian, d'ailleurs, ils ont éliminé tous ceux qui les avaient signés. C'est compliqué, ça. Voilà, on ne peut pas le reprocher. On a raté la sortie. Ça, on pourrait l'emporter, parce qu'il peut y avoir un autre scénario, mais c'est trop facile de le faire après coup. C'est bien. Alors, je vais vous citer, puisque cette citation figure dans votre livre. Dès 1882, Urbain Ismaël constate, je cite alors Urbain Ismaël, les musulmans s'éloignent de plus en plus de nous et attendent avec la résignation des fatalistes l'heure de la vengeance. Nous paierons tôt ou tard les fautes que nous commettons et celles qui suivront. Était-il un prophète des malheurs? Les prophètes, généralement, n'annoncent pas le bonheur. Ils annoncent le malheur. Si vous ne faites pas ce qu'il annonce. Oui, Ismaël Urbain, ça encore, ce sont des grands... Il s'est converti à l'islam, carrément, on ne demande pas tant. C'était quand même le grand conseiller de Napoléon III. Donc là, la citation que vous faites, qui est de 1882, c'est après, et où il voit malheureusement les conséquences pour la population indigène des spoliations massives consécutives au soulèvement de l'Ukraine. Spoliations dont ceux qui les ont le plus critiqués, mais pas après coup, là, en live, comme on dit maintenant, sont les militaires. Parce que les militaires n'ont jamais été pro-colons. Les militaires, ils sont pour dominer le pays. On leur a demandé ça, dominer le pays, terminé. Le premier qui bronche, lui, il est mort. Mais il ne bronchait pas, attendez. Donc des colons, forcément, ça vient troubler tous les efforts qu'ils ont mis des années au prix de pertes humaines colossales pour pacifier, comme on disait. Donc ils savent bien que de retirer la terre aux gens qui l'ont, en plus, pour transformer des propriétaires en métayers de gens qui ne viennent même pas travailler la terre, là ils leur disent, écoutez, alors là, ou vous les exterminez, ou vous les éloignez, mais ne les laissez pas côte à côte. Ça dit dans les procès, c'est quand même la France. Donc moi c'est vrai, j'ai fait un gros travail d'archives à l'Assemblée nationale, parce qu'il y avait un parlement à l'époque qui était peut-être plus important dans son rôle que celui auquel on assiste aujourd'hui. Et vous avez des commissions d'enquête, et des procès, et on voit que ceux qui défendent les Arabes, on va dire, parce qu'après on fait le mot arabe, ce sont les militaires.